25 août 1944, 03:47 du matin, route D928 entre Dreux et Chartres, France. L'aube hésite encore sous un ciel plombé de nuages bas, et l'air est saturé d'une humidité poisseuse qui colle les uniformes kakis aux peaux en sueur, tandis que le convoi de camions GMC CCKW s'étire comme une veine palpitante dans la nuit mourante, phares éteints, moteur grondant d'un ronflement sourd qui vibre jusque dans les os des chauffeurs agrippés à leurs volants gluants de condensation. Le sergent-chef Henri Duval, 32 ans, visage buriné par 2 ans de campagne depuis le débarquement, sent le poids écrasant du volant sous ses paumes calleuses, engourdi par le froid qui s'infiltre par les vitres fendillées, et chaque chaos de la route défoncée par les chenilles des Sherman qui l'ont précédé lui arrache un grincement de dents, comme si la terre elle-même refusait d'avancer, alourdie par la boue séchée et les flaques d'eau croupies où flottent des débris de caoutchouc brûlés. Vous sentez cela, vous, le tremblement ascendant du moteur qui remonte par les pédales, martelant vos mollets tendus, et l'odeur âcre du gasoil mêlé à celle, plus lointaine mais persistante, de la poudre et du cordite qui imprègnent encore l'atmosphère depuis les combats de la veille près de Chambois, où les panzers de la 12e SS ont tenté une contre-attaque désespérée pour percer la poche de falaise. Derrière lui, dans le convoi de 12 camions surchargés, munitions 105 km, jerrycans d'essence aviation 100 octanes, rations K et pièces de rechange pour les M4 Sherman de la 4e division blindée de la 3e armée de Patton, le caporal Émile Laurent pilote son GMC avec une concentration fébrile, ses yeux plissés, scrutant l'obscurité trouée par les feux de position minuscules des autres véhicules. Et il mâchonne un bout de chewing-gum durci pour chasser le goût métallique de la peur qui lui remonte dans la gorge, car les rumeurs circulent depuis Orléans. Les Boches, acculés, ont laissé des cellules de la Feldgendarmerie et des restes de la 116e Panzer en embuscade sur ces routes vitales du Red Bull Express, cette artère logistique invisible qui pompe le sang vers le front, permettant à Patton de lancer ses offensives éclairs qui broient les généraux allemands comme von Kluge et Model dans leur arrogance calculée. Chaque camion est une bombe roulante, 20 tonnes de fret sanglées sous des bâches kaki déchirées par le vent. Et Duval sait que si un seul est touché, l'explosion illuminera le ciel comme un nouveau soleil, vaporisant chair et métal dans un nuage de flammes orangées et de shrapnel hurlant. Le convoi avance à 30 km/h, phares blackout voilés de rubans adhésifs pour ne laisser filtrer que des fentes de lumière jaunâtre, et le sergent Duval hurle par la fenêtre ouverte vers le camion suivant « Restez serrés, bordel! Pas 1 mètre d'écart !» Sa voix se perd dans le mugissement des moteurs diesel, mais Laurent l'entend, acquiesce d'un hochement crispé, sentant le sel de sa sueur couler dans ses yeux, piquant comme de l'acide, tandis que ses doigts gelés, aux ongles noircis de cambouis, serrent le levier de vitesse dans un craquement de jointure. L'air est lourd d'une humidité qui porte l'odeur de la terre remuée, de feuilles pourries et de ferrailles rouillées, et soudain, à 03:52, un craquement sec déchire la nuit. Pas un coup de tonnerre, mais le sifflement bref d'une mitrailleuse MG42 qui vomit une rafale de 7, 92 mm depuis un talus boisé à droite de la route, les balles traçantes zébrant l'obscurité comme des griffes de feu, ricochant sur le capot blindé du GMC de tête avec un bruit de cloches infernales. Duval pile sec, les pneus hurlent sur l'asphalte crevassé, et le camion dérape dans une gerbe de gravier qui fouette l'air comme des éclats d'obus. Vous sentez le siège vous mordre les reins, le monde basculer dans un lent tourbillon où chaque seconde s'étire comme une lame émoussée, raclant la chair. Le cœur cognant contre les côtes comme un marteau-piqueur, et déjà les éclaireurs allemands, 4 silhouettes en feldgros, casques camo branchés dégoulinant de rosée, surgissent des buissons. Leurs silhouettes spectrales, illuminées par les étincelles des canons de leurs armes, un Panzerfaust chargé sur l'épaule du premier, tandis que l'MG42
servi par un sous-off au visage mangé par une barbe hirsute, crache sa mort à 1200 coups par minute, fauchant le rétroviseur du camion de queue dans une pluie d'étincelles et de verres pilés. Embuscade! À terre! Mitrailleur! Feu! Rugit Duval, bondissant hors de la cabine, son M1 carbine à la main, le métal froid mordant sa paume moite, et il roule dans le fossé boueux, l'eau glacée s'infiltrant dans ses brodequins, emplissant ses chaussettes de vase puantes qui suintent entre ses orteils comme du sang chaud. Le chaos explose en une symphonie mécanique de terreur. Les MG-42 aboient sans relâche, leurs rafales longues et sciantes déchirant les bâches des camions, libérant des jerrycans qui roulent au sol dans un tintement métallique, et Laurent, plaqué contre la portière de son véhicule, sent l'odeur suffocante de la poudre allemande. Un mélange âcre de salpêtre et de graisse brûlée envahir ses narines alors qu'il dégaine son Thompson SMG. 45, le chargeur courbé claquant dans la culasse avec un bruit sec qui lui vrille les tympans. Une balle lui frôle la tempe, un sillage brûlant qui emporte un bout de son casque en acier, et il riposte d'instinct, le Thompson crachant ses 20 coups en une seconde, le recul martelant son épaule comme un point d'acier, les douilles éjectées, fumantes, ricochant sur le sol détrempé où elles fument en sifflant. Vous êtes là, dans ce fossé, le cœur battant à rompre les côtes, la boue collant à votre joue comme une seconde peau, et chaque inspiration aspire un nuage de terre pulvérisée et de cordite qui râpe la gorge comme du papier de verre. Duval, rampant ventre à terre, sent le poids de son corps de 100 kilos devenir une encre dans la vase, chaque mouvement un effort titanesque où ses muscles hurlent sous la fatigue accumulée de 18 heures de route sans relâche depuis le dépôt de Cherbourg, et il vise le tireur MG-42 à travers le viseur de son M1, le doigt hésitant une éternité sur la détente, une seconde qui dure un siècle, où il voit le regard affolé du Boche, ses lèvres tremblantes murmurant une prière en allemand, puis il presse, le 30-06 tonne comme un coup de fouet, et la tête du servant explose en une gerbe rougeoyante, le corps s'affaissant sur son bipied dans un spasme convulsif, l'arme se tutoyant enfin dans un dernier hoquet. Mais les autres réagissent. Un Panzerfaust jaillit d'un buisson, son dard propulsé par une charge creuse sifflant vers le camion central. Et l'impact est apocalyptique. Une boule de feu jaillit, engloutissant le GMC dans un rugissement de flammes voraces. Les jerrycans d'essence aviation, détonnant d'eau en chaînes successives, projetant des colonnes de feu hautes de 20 mètres qui illuminent la route comme un enfer biblique. Des shrapnels de fer blanc et d'acier filant en essaims mortels, fauchant 2 chauffeurs du convoi qui s'effondrent en hurlant, leurs vêtements en feu crépitant comme des bûches sèches. Le sergent Duval hurle. « Protégez les camions, flanquez-les !» Et il charge à couvert d'un talus, son M1 crachant des balles singulières qui claquent dans la nuit, chaque tir précis malgré le tremblement de ses mains, le recul repoussant son épaule meurtrie, et il sent l'adrénaline inonder ses veines comme une lave brûlante, chassant la peur dans un brouillard rouge où le monde se réduit à des ombres ennemies et au poids salvateur de son arme. Laurent, rampant vers l'arrière, attrape un bar Browning Automatic Rifle abandonné par un mitrailleur touché, le bipied traînant dans la boue comme un boulet, et il ouvre le feu en rafale contrôlée, les 30-06 martelant les silhouettes Boche qui reculent, leurs cris gutturaux « Rückzug !»« Feuer !» se noyant dans le vacarme, l'odeur de leurs uniformes trempés de sueur et de peur se mêlant à celle du plastique fondu des jerrycans carbonisés. Une grenade Mills britannique, lancée par un Allemand paniqué, atterrit à 3 mètres, et le temps s'étire à nouveau. Duval voit la cuillère sauter, la goupille filer, et il plonge, le souffle de l'explosion le projetant en avant dans une onde de choc qui lui broie les poumons, des éclats de terre et de métal fouettant son dos comme des cerfs,
laissant des sillons sanglants qui imbibent son treillis. Le convoi est un chaos vivant. 5 camions intacts forment un cercle défensif. Moteur tournant au ralenti dans un grondement anxieux, phares blackout allumés maintenant pour aveugler l'ennemi, et les chauffeurs, visages noircis de suie et de peur, déchargent frénétiquement des caisses de grenades et de chargeurs sous les balles sifflantes qui ping-pongent sur les flancs blindés des GMC. Vous sentez la chaleur infernale du camion en flammes lécher votre nuque. Un mur de convection qui aspire l'oxygène, rendant chaque souffle un combat, et la peur viscérale, cette lame froide dans les entrailles, vous submerge quand un second Panzerfaust est armé à 30 mètres. Le servant, un jeune Feldwebel aux yeux écarquillés par la terreur, hésitant une fraction de seconde trop longtemps, car Laurent, anticipant, lâche une rafale du bar qui le coude au sol dans une danse macabre. Le tube vide du Panzerfaust roulant inutilement dans la poussière. À 04, 12, après 20 minutes qui ont duré une vie entière, les derniers Allemands, 3 survivants hagards, un avec le bras arraché net par un shrapnel, gémissant dans une mare de son propre sang qui clapote sous ses bottes. S'enfuant dans les bois, abandonnant leur MG42 fumante et un sac de mine Teller anti-char inutilisé. Duval se redresse, le souffle rauque, les poumons brûlants d'avoir inhalé trop de fumée âcre où flottent des particules de chair carbonisée, et il compte les pertes. 2 camions détruits, 4 hommes morts, leurs corps tordus dans des postures impossibles, yeux vitreux fixant le ciel qui pâlit enfin, 7 blessés gémissant dans les fossés, mais 8 camions debout, fret intact, prêts à reprendre la route vers Chartres, où attendent les voraces M10 Wolverine du 803e TD Bataillon, assoiffés de 76 mm Shell pour pulvériser les Jagdpanzer IV qui bloquent encore la 90e division d'infanterie. Le sergent rallume le convoi d'une main tremblante, allumant une Lucky Strike dont la flamme danse devant ses yeux larmoyants, inhalant la nicotine comme un baume sur ses nerfs à vif, et les moteurs rugissent à nouveau, couvrant les sanglots étouffés des blessés évacués dans un camion sanitaire improvisé. La route s'étire devant, défoncée par les explosions, jonchée de débris fumants et de cartouches brosses encore chaudes qui crépitent sous les pneus, et Duval sent le poids irrésistible de la fatigue s'abattre, ses paupières lourdes comme du plomb. Mais il sait, oh, il sait au plus profond de ses os rompus, que ce convoi doit percer. Car sans ces munitions, sans ce carburant, les Sherman de Patton s'arrêteront net, et les généraux allemands comme Walter Warlimont respireront, rallumeront leur contre-attaque depuis la Seine. Vous roulez maintenant, le volant vibrant dans vos paumes sanglantes, l'odeur de mort collée à vos vêtements comme une malédiction, et chaque kilomètre gagné est une victoire arrachée à la gueule même de l'enfer. Le soleil se lève à 06-22 sur Chartres, une lumière crue qui fait briller les dômes gothiques noircis par les bombardements alliés, et le convoi franchit les barrages de la MP américaine, les sentinelles en M1 Garand saluant d'un geste las, tandis que les quartermasters déchargent le fret dans un balai frénétique de chariots et de bras endoloris. Duval descend de son camion, les jambes flageolantes, sentant la terre ferme se dérober sous lui comme si le monde entier vacillait encore au rythme des explosions, et il s'assoit sur une caisse de 105 millilitres. Allumant une autre cigarette dont la fumée bleue monte en volute paresseuse, chassant à peine l'odeur omniprésente de cordite incrustée dans ses narines. Laurent le rejoint, visage blême, une balle ayant traversé la manche de son treillis sans les rafler, et il reste là, silencieux, écoutant le lointain tonnerre des canons lourds de la première armée française, de Delattre qui pilonne Alençon, chaque détonation un rappel que leur livraison invisible, cette guerre logistique qui n'apparaît pas sur les cartes d'état-major, permet à Bradley et Patton de lancer leurs flèches blindées, écrasant les rêves de retraite ordonnés des von Rundstedt. Mais la peur ne s'efface pas. Elle s'enfouit, un ver froid dans les tripes, car Duval repense au visage des morts,
le jeune privé Moreau, 20 ans, éventré par un shrapnel, ses boyaux fumants répandus comme des cordes gluantes, et une nausée monte, acide, lui tordant l'estomac, tandis qu'il vomit tripes et café froid dans la poussière, les épaules secouées de spasmes irrépressibles. Les mécaniciens s'affairent déjà, réparant les impacts sur les flancs des GMC avec des plaques de tôle rivetées à la va-vite. Le marteau-piqueur vibrant à travers la chair comme un écho des moteurs, et l'air vibre du bourdonnement des P-47 Thunderbolt qui mitraillent les routes à l'est. L'heure. 50 cales claquant comme des fouets divins. Vous sentez cela, la lourdeur du survival, ce poids moral qui écrase plus que les obus. Avoir tué, avoir vu des garçons se vider de leur sang en hurlant « Maman !» et pourtant repartir, car la machine logistique, ce réseau fantôme de 23 000 camions, 6 000 chauffeurs, des nègres du 666e Quartermaster pour la plupart, traités comme du bétail par les officiers blancs, ne s'arrête jamais, pompant munitions et fuel depuis les ports de Normandie jusqu'au Rhin. À 09:15, un nouveau ordre radio crépite dans l'émetteur SCR 536 de Duval. Convoi prioritaire pour Mortain. 500 jerrycans essence et 200 caisses, 75 mm pour la 30e division. Boches en force sur la crête 314. Bougez-vous! Et le sergent se relève, muscles hurlants, la cigarette écrasée sous sa botte dans un crépitement final, rassemblant ces hommes survivants d'un regard qui porte toute la fatigue du monde, leurs yeux caves reflétant la même confusion morale. Tuer ou être tué, livrer ou mourir pour des chars qu'ils ne verront jamais triompher. Le convoi repart à 09:45, sous un soleil qui cuit la boue en croûte dure, l'air ondoyant de chaleur maintenant, chargé d'une odeur de caoutchouc brûlé et d'huile chaude, et la route grimpe vers le sud, vers Mortain, où la 2e Panzer SS tente une percée suicidaire, que les Thunderbolt et les M4 achèveront grâce à ce fuel invisible. Chaque virage est une épreuve. À 11:02, près de Domfront, un éclaireur allemand sur une BMW R75 motorcycle surgit d'une ferme en ruine. Sa MG34, montée sur sidecar crachant une rafale qui pulvérise le pare-brise du camion de tête, vert volant en éclats aigus qui lacèrent les joues des occupants. Et Duval ordonne « Freinez! Couvrez le flanc gauche !» Le monde ralentit à nouveau, le rugissement de la moto grandissant comme un essaim d'abeilles enragées, et Laurent, posté à l'arrière, lâche le Thompson, les balles. 45 traçantes filant en ligne droite pour embrocher le sidecar, le réservoir essence explosant en une gerbe flamboyante qui projette le conducteur dans un champ de blé calciné, son corps se contorsionnant dans les flammes avec un hurlement étouffé par le vent. Midi approche, le soleil zénithal brûlant les nuques nues, la sueur coulant en ruisseaux salés qui piquent les plaies ouvertes, et le convoi traverse un village martyrisé, Saint-Barthélemy, où des civils français émergent des caves, visages émaciés tendant des pommes flétries et criant « Allez-y, les Américains, foutez-les dehors !» leur voix rauque porteuse d'une haine accumulée depuis 4 ans d'occupation. Duval distribue des rations K, sentant le poids coupable de ses boîtes de spam et de biscuits durs dans ses poches, car il sait que demain, ces mêmes villages seront bombardés si les Panzer percent. À 13:27, l'embuscade majeure frappe. Une compagnie de la première SS Panzer Grenadier, vestige de la Leibstandarte, embusquée dans un bois de chênes centenaires, ouvre un feu nourri de MG42 et de Panzerbüchse 39 antichars, les obus creux perforant le flanc d'un GMC qui explose en un champignon de feu noir, projetant des débris incandescents qui pleuvent comme une averse mortelle, fauchant 2 hommes en pleine course. Duval plonge derrière un talus, son M1 fumant encore de la riposte précédente, et il hurle les ordres. Mitrailleurs sur les flancs, grenades fumigènes, protégez le fret à tout prix. Le temps s'étire en une agonie sensorielle.
Vous sentez la terre trembler sous les coups de boutoir des 20 mm, flaques autocanon montés sur Halftrax SDKFZ 251, les obus explosant en gerbes d'acier et de feu liquide qui carbonisent les bâches, libérant une fumée épaisse, étouffante, où flottent des relents de phosphore et de chair grillée. Laurent, le bar calé contre son épaule endolori, arrose le bois d'une ceinture de 250 cartouches. Le canon rougissant à vue d'œil, l'air ondoyant de la chaleur dégagée, et chaque rafale est un déchirement physique, les douilles s'amoncelant en monticules cuivrés qui brûlent les genoux à travers le treillis. Les Allemands chargent, silhouettes déformées par la fumée, baïonnettes fixées sur leur carabineur 98K, cris de Für Führer und Vaterland, se brisant contre les tirs croisés des Thompsons et des M1, et Duval, dans un moment de décision suspendue, voit un officier SS, colonel au crâne rasé barré d'une cicatrice, viser Laurent de son MP40. Le doigt presse la détente en slow motion, la balle sifflant à un cheveu de l'oreille du caporal. Et Duval abat l'officier d'une balle en pleine poitrine, le corps s'effondrant dans une fontaine écarlate qui imbibe la terre assoiffée. La bataille dure 42 minutes interminables, chaque seconde un combat contre l'épuisement, les muscles en feu, la vision brouillée par la sueur et la fumée, jusqu'à ce que les Halftrack Bosch, touchés par des bazookas de 36 pouces crachés depuis les cabines des camions, explosent en boules de feu ronflantes, leurs équipages carbonisés se tordant dans l'acier fondu. À 14h22, le silence tombe, un vide assourdissant où ne résonnent que les gémissements des blessés et le tic-tac des moteurs refroidissants, l'air saturé d'une puanteur composite de poudre, d'excréments, de sang et de plastique brûlé. Duval parcourt le champ de bataille, pas lourd dans la boue rougie, bottant les corps ennemis pour s'assurer de leur mort, sentant sous ses semelles le craquement des os brisés et le glissement visqueux des entrailles. Et une vague de nausée morale le submerge. Ces hommes, ennemis certes, mais des pères, des frères, vidés de vie pour un Führer en bunker à Berlin. 3 camions perdus, 9 morts de son unité, mais le fret principal intact. 400 jerrycans et 180 caisses arrivent à Mortain à 16h55, déchargés sous les yeux incrédules des tankistes de la 30e division, qui lancent immédiatement leur contre-attaque. Les M4 Sherman grondant vers la crête 314, canons de 79 mm, tonnant les salves de 105 mm, fournis par ce sacrifice anonyme. La nuit tombe sur Mortain, un voile noir piqueté d'étoiles froides, et Duval s'effondre contre un mur de ferme effondré, le corps un amas de douleurs lancinantes, épaules démises, coupure au front suintant un sang poisseux qui goûte sur ses bottes. Fumant sa dernière cigarette, tandis que les explosions lointaines secouent l'horizon, chaque déflagration un écho de leur lutte. Laurent survit, assis à ses côtés, les yeux perdus dans le vide, mâchonnant un bout de ration C dur comme pierre, et il ne parle pas, car les mots sont inutiles face à ce poids. Avoir tenu, avoir livré, avoir permis à Patton de fondre sur Argentan comme un loup affamé, écrasant les rêves des généraux allemands qui, à Berlin, reçoivent les dépêches codées annonçant l'échec de la poche de falaise. Le silence s'épaissit, seulement brisé par le cri d'un hibou et le râle d'un blessé allemand non fini, et Duval ferme les yeux, sentant le froid de la nuit s'infiltrer dans ses os rompus. La peur revenue sous forme de doute, lancinant. Combien de convois encore avant la fin? Combien de morts pour cette victoire logistique invisible qui broie les empires? Les heures s'étirent en une veille infinie. Le corps engourdi refusant le sommeil, hanté par les flashs des visages explosés, des membres arrachés flottant dans les flammes. Et au lever du soleil, le 26 août, un nouveau convoi est formé. Moteur grondant à nouveau, car la guerre logistique ne dort jamais, pompant inlassablement le fuel
et les obus qui permettront les offensives éclairs dévastatrices, celles qui ont forcé von Klug au suicide et Model à la retraite précipitée. Duval monte en cabine, le volant familier sous ses paumes écorchées, et le convoi s'ébranle vers l'est, vers Metz, sous un ciel qui promet plus de sang, plus de feu, plus de ces secondes éternelles, où la survie se paie au prix de l'âme. Les routes de Normandie s'effilochent, enrubant de boue séchée vers l'est, le convoi serpentant à travers les champs labourés par les chenilles des Panthers vaincus. Les carcasses de half-track allemands éventrés témoignant de la fureur passée. Duval serre le volant, ses phalanges blanchies sur le cuir usé, tandis que le Dodge WC 52 brinque-balle sur les nids de poules, chaque secousse ravivant la morsure de son épaule où le toubib a fourré un bandage grossier imprégné d'alcool à brûler. Laurent, à l'arrière avec les jerrycans, crache un glavio sanglant et jure en provençal contre les nuages bas qui menacent de pleuvoir des obus. Non pas allemands, mais alliés, car les P-47 Thunderbolt sillonnent déjà le ciel, mitraillant tout ce qui bouge dans les haies suspectes. À mi-chemin de Paris libéré, le convoi est stoppé net par un barrage de MP. Un pont sauté sur l'Orne, saboté par des reargardes SS fanatisés. Et Duval descend, fumant une Lucky Strike volée à un Yankee, les yeux plissés sur l'horizon, où des fumées noires montent comme des prières païennes. Les ingénieurs du 1506th Engineer Group s'activent, ponton Bailey claquant en rythme, mais la nuit apporte les Stukas, non, des FW 190 attardés, hurlant bas pour semer la panique. Les mitrailleuses, 50 des escortes aboinent, traçant des arcs de feu dans l'obscurité, et une bombe de 250 kilos s'écrase à 20 mètres, projetant Duval au sol dans une gerbe de terre et d'éclats. Il sent le souffle chaud lui roussir les sourcils, un sifflement aigu dans les oreilles, tandis que Laurent hurle son nom, traînant un pied fracturé par un ricochet. L'aube les trouve repassés, le pont flottant ployé sous les tonnes de fuel aviation qui alimenteront les Mustangs pour la traversée de la Seine, et le convoi accélère, franchissant les faubourgs de Versailles sous les acclamations sporadiques de civils faméliques agitant des drapeaux tricolores en lambeaux. Mais Duval sait, au fond de ses tripes nouées, que Metz n'est pas une halte. C'est un mur d'acier prussien, la Moselle gonflée de mines flottantes, les forts de Thionville crachant leurs 300 comme des dragons endormis. Von Rundstedt contre-attaque déjà dans les Ardennes lointaines, mais ici, à l'est, c'est la redoute qui s'éveille, et les camions grognent vers elle, charriant non plus des rêves de victoire, mais le carburant pour l'enfer lorrain, obus pour les Pershings qui perceront, ration pour les poilus du 21e corps qui saigneront sur les pentes de Dorno. Laurent, pensé à la va-vite, monte à l'avant, une bouteille de calva normande partagée en 2 gorgées brûlantes. On tiendra, Duval, pour la gloire invisible des muletiers. Mais Duval ne répond pas, fixant la route qui s'assombrit, sentant l'ombre de Metz grandir comme un présage, où chaque virage promettra non la fin, mais un nouveau baptême de feu, un autre sacrifice pour que les panzers meurent assoiffés, que les lignes s'effritent sous le poids invisible des litres et des cartouches acheminés dans la nuit. Le convoi file, phares occultés, vers l'acte suivant de cette odyssée logistique, où la survie se mesure en galons et en cœurs brisés. Acte 3. La redoute de Metz. Les phares occultés percent à peine l'opacité lorraine, un brouillard automnal chargé d'humeurs métalliques et de relents de cordite. Le convoi s'étire comme une veine saignante sur la N3, haletant entre Nancy et Metz, les essieux gémissant sous les 10 tonnes de bidons aviation qui dansent un tango mortel à chaque nid de poule. Duval, au volant du GMC cabossé, sans ses phalanges blanchir sur le volant, les yeux rivés sur les feux stop orangés du camion de tête. Un Liberty Ship roulant qui charrie les obus 76 000 pour les Sherman du CCA.
Laurent, vautré sur le siège passager, geint en mâchonnant un bout de pain kaki imbibé de calva. Regarde-les, ces boches de Thionville. Leurs projecteurs balaient le ciel comme des putains en quête de clients. Soudain, le grondement. Pas les Stukas fantômes, mais les 380 mm des forts de Simserhof et Hackenberg, ces monstres bétonnés qui régurgitent leur venin à 20 km. Un sifflement strident fend l'air, et la terre explose à tribord. Un camion-citerne est pulvérisé en une boule de feu orangée, 5000 litres de sang d'octane se muant en geyser infernal, illuminant les visages blêmes des conducteurs. Freine, braille Laurent, mais Duval zigzague déjà, évitant les débris incandescents qui pluquent comme une averse d'enclume. Les mitrailleuses des jeeps d'escorte crachent l'heure, 30 vers les collines sombres, où des silhouettes en feldgros guettent, MG42 rythmant la nuit d'un aboiement staccato. Metz se profile enfin, silhouette martyre ceinturée de la Moselle boueuse, ses ponts minés comme des pièges à rats géants. Le convoi oblique vers le secteur de Fort Dryant, où le 10e Armored attend, chenilles enlisées dans la vase, les réservoirs vides hurlant famine. Mais la redoute est vivante. Patrouille SS en half-tracks, barrage de Dragon's Teeth hérissé de fils de fer, et au loin, les éclats des Nebelwerfer, orgues de Staline hurlant leur chorale diabolique sur Dorno, où les GI du 90e division saignent pour 1 mètre debout. Duval stoppe net. Une embuscade. Des Panzer IV camouflés de branches surgissent des haies. Canons de 65 mm toncillant l'air. Un escorte Bofors explose en gerbes d'acier, et les balles traçantes zèbrent la colonne. « Descends !» rugit Duval, sautant aux fossés mitraillettes Thompson en main, vidant un chargeur sur un char qui patine dans la gadoue. Laurent, boitant, balance une grenade Mills qui fait sauter la tourelle d'un Stugé. L'explosion illumine son visage grimaçant, un éclat d'obus lui entaillant la joue. Les Pershings du 21e corps répondent enfin. Leurs 90 mm tonnant comme le jugement, pulvérisant les half-tracks en cascade d'épaves fumantes. Mais le prix est lourd. 3 camions en feu, 20 muletiers au tapis, et Duval, plaqué au sol, sans le fuel couler des bidons crevassés. Un fleuve d'or noir qui empêche les flammes de tout engloutir. L'aube grise les trouve vainqueurs, mais estropiés. Les survivants déchargent sous les yeux des tankistes Yankees, qui pompent le précieux nectar dans les ventres assoiffés des M4A3. Un colonel au cigare mâchonné tape l'épaule de Duval. « Sans vous, capitaine, on crevait sec face à Manteuffel. » Laurent, pensé d'une nouvelle écharpe sanglante, ricane. « Gloire invisible, hein ? Plutôt gloire gluante de pétrole. » Mais Duval scrute l'horizon est, où la Sarre gronde et les Vosges dressent leurs remparts. Von Rundstedt resserre l'étau dans les Ardennes, et ici, la poche de Colmar s'ébauche déjà. Le convoi, amputé, repartira ce soir, phare s'occulter vers Strasbourg et le Rhin, charriant non plus du fuel, mais l'ultime souffle pour briser la Wehrmacht, au prix de chair française, fondue dans l'ombre logistique. Le convoi s'ébranle, moteur tout sautant dans le froid, vers l'acte suivant de cette épopée. La traversée du Rhin, où la survie se mesure en ponts volants et en âmes vendues au diable mécanisé.